Alors, fort heureusement, aujourd'hui, le climato-scepticisme est quand même en train de s'atténuer. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, donc il y a un peu moins d'une dizaine d'années, c'était encore assez présent. On entendait souvent que le réchauffement. Bon. Aujourd'hui, les preuves sont tellement accablantes que la plupart des gens ne remettent pas en cause aussi frontalement l'existence du réchauffement climatique. Par contre, à mon avis, les climato-sceptiques, ils ont trouvé une nouvelle voie quelque part. C'est-à-dire qu'ils ne remettent plus en cause l'existence du réchauffement climatique, par contre, ils remettent en question la responsabilité humaine dans celui-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est ces gens, en fait, quand ils disent ça, ils disent que, bien sûr, la Terre a connu des périodes bien plus chaudes et bien plus froides avant l'existence des hommes. Donc, c'est pas notre faute, et continuer à rouler, il n'y a rien à voir. C'est en partie vrai, bien sûr que la Terre a connu des événements bien plus chauds et bien plus froids qu'aujourd'hui. Par exemple, il y a 3 milliards d'années, les climatologues estiment que les températures s'élevaient aux alentours des 70 degrés. A l'inverse, entre moins 700 et moins 500 millions d'années, pendant les grandes glaciations du Précambrien, on estime que en fait, la planète était littéralement recouverte d'une couche de glace sur laquelle ne subsistait aucune trace de végétation. C'est la théorie de la Snowball Earth. Donc, en fait, le climat, il a oscillé entre des aires glaciaires et des aires interglaciaires. Alors, bien sûr, il y a des causes tout à fait naturelles dans ces variations. Les deux grandes causes naturelles, en fait, on les doit. La première, c'est suivi par la tectonique des plaques et la dérive des continents. Parce qu'il y a fort longtemps de ça, toutes les terres étaient regroupées en un supercontinent qu'on appelle la Pangée. Et il y a 200 millions d'années, ce supercontinent va commencer à se disloquer. On va répartir l'ensemble des terres à la surface de la planète. Ça va modifier l'organisation des courants marins. Et ça va en refroidir, en réchauffer, il va y avoir des contrastes. Et c'est comme ça que des dynamiques de réchauffement et de refroidissement de la planète vont commencer à se mettre en place. Dans le même temps, les niveaux des températures vont aussi être régulés par ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch ou la théorie astronomique des climats. Je ne vais pas trop m'apesantir sur ça ce soir parce que j'en parle dans le livre et puis on n'a pas trop de temps. Mais en gros, c'est la position de la planète, de notre planète qui est un astre en mouvement. En fait, sa position sur l'orbite par rapport au Soleil, c'est ça aussi qui va expliquer des phénomènes de réchauffement et de refroidissement. Là, ce sont les grands systèmes naturels de refroidissement et de réchauffement. À côté de ça, en 1970, il y a un climatologue français qui s'appelle Claude Lorius, qui a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet de serre. Alors, il y a un formidable reportage qui s'appelle La glace et le ciel, que si vous ne connaissez pas, je vous invite tous à le découvrir. C'est vraiment très très beau, c'est de très belles images, et Claude Lorius explique un peu son cheminement. En fait, dans les années 70, avec des équipes de climatologues, ils sont allés en Antarctique, et ils ont fait des carottages, donc ils ont prélevé des glaces très 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 anciennes, plusieurs centaines de millions d'années, centaines de milliers d'années, pardon. Et ils ont analysé les bulles d'air piégées dans ces glaces. En analysant les bulles d'air, ils se sont rendus compte de la parfaite corrélation entre les taux de méthane et de carbone avec l'évolution des températures. C'est comme ça qu'on a compris ce qu'était l'effet de serre. Alors, en fait, j'imagine que tout le monde est plus ou moins OK sur ce principe, mais pour le dire très, très vite, notre Terre est chauffée par les rayons du Soleil. Ces rayons du Soleil, une fois qu'ils ont réchauffé la Terre, ils vont être réémis vers la Terre, vers l'espace, sous forme d'énergie infrarouge. Or, dans notre atmosphère, il y a des gaz, qu'on appelle gaz à effet de serre, qui ont la particularité d'emprisonner la chaleur et de la réémettre vers la Terre. Donc en fait, ils emprisonnent la lumière que la Terre réémet vers l'espace. Donc plus ces gaz seront importants, plus la chaleur sera importante aussi, et ils marchent comme une serre de jardinier. C'est pour ça qu'on parle de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la révolution industrielle, nous avons, en utilisant les énergies fossiles, nous avons émis des quantités gigantesques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, justement. Et c'est là où c'est important, on ne va pas s'attarder non plus, mais le carbone que nous émettons, nous, n'a pas la même composition isotopique que celui qui est relâché naturellement.
C'est-à-dire qu'on sait reconnaître le carbone qui est dû à l'activité humaine. Donc quelque part, on peut dire que le crime est signé. Donc il devient... ce n'est plus sérieux de dire que l'homme n'a pas de responsabilité humaine là-dedans. On sait très bien que c'est l'effet de serre qui fait le réchauffement climatique. Et on sait que l'immense majorité des gaz à effet de serre relâchés sont dus par l'activité humaine. Ça nous à partir de ça, voilà, ça nous pose une responsabilité assez gigantesque, parce que chaque molécule de carbone va rester 100 ans dans l'atmosphère. Donc elle va agir sur cette période, sur le réchauffement. Et bien sûr, 100 ans, c'est énorme, ça veut dire que c'est nous qui écrivons le climat de demain, en fait.